Bah voilà, bienvenue en classé 18+. On vous avait promis une nouvelle formule. Ouais. On vous avait promis de sortir de la cave, c'est le cas. Aujourd'hui, on est sur l'île Saint-Louis, donc en plein milieu de Paris, sous la pluie également. Et on est devant la galerie Art Ludique, une galerie qui a choisi une thématique un peu particulière cette fois-ci, puisqu'en fait, c'est l'occasion de voir les coulisses d'un jeu vidéo, en l'occurrence d'un jeu 18+, Assassin's Creed. Et donc, c'est l'occasion pour nous, avec Mehdi, de rencontrer deux développeurs. Et en fait, on va leur faire parler... On va les faire parler un petit peu, qui nous donnent des petites infos sur le jeu, des petites anecdotes. Et puis en même temps, on a du joli contenu à présenter. Donc je te laisse commencer, Mehdi, on a quoi? On commencera avec une news un petit peu spéciale sur la version Move de Heavy Rain. Ensuite, on a Dead Rising 2 également, la critique, enfin très attendue. On accueillera également pour la première fois dans Classé 18+, un Money Shot spécial 18+. On aura 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+. Comme tous les mois, Showtime. Et puis, très attendu quand même, Vanquish avec l'interview de Mikami Shinji. Et tout de suite, les news. Nous allons débuter ces news 18+ avec un petit retour sur le TGS 2010 et la conférence Capcom en particulier. Celle-ci nous a en effet permis d'assister à de sympathiques interactions entre les différents développeurs présents, réunis autour de projets communs comme celui de DMC Devil May Cry par exemple, géré par Ninja Theory, ou de Azura's Wrath, auquel participe activement CyberConnect 2. Le tout s'est déroulé dans une ambiance plutôt détendue, à l'image des nombreuses vannes visant Matsuyama Hiroshi et son équipe. バンダイナムコの子会社だと思ってる方が多い。違う違う違う。こら。違いますから。I was actually really surprised. I got to partner up with these guys. My assumption. はい。まあ言うときますけどね。一応15年うちゲーム会社やってきてて、まあずっとたまたまバンダイナムコゲームズさんとねお仕事が続いて仲良くはさせて、いただいてますけども、まあ今後もねバンダイナムコゲームズさんとは仲良くしていくけども、今回はちょっとカプコンさんと一緒にやりますっていうことなんで。いいですか？いいですか？ Dans un registre plus sérieux, cette conférence nous a surtout permis d'apprendre que la collaboration entre Capcom et les studios CyberConnect 2 n'allait pas s'arrêter à Azura's Wrath, même si le développement de ce dernier a fait l'objet de nombreuses prises de bec entre les deux firmes. DMC Devil May Cry a également fait son petit effet lors de la diffusion du trailer. Si sur place les retours ont été plutôt positifs, on reste tout de même inquiet quant à la nouvelle direction prise par Ninja Theory, et plus particulièrement par son chief designer, Tamin Antoniades, dont le look se rapproche de manière assez dangereuse de celui du nouveau Dante. Face à cette ressemblance évidente, on s'inquiète logiquement. Est-ce qu'il a été voir son équipe pour imposer son look émo au nouveau Dante? Est-il fou? Est-il alcoolique ou drogué? On n'en sait rien. On espère simplement que cet ego trip potentiel ne soit qu'un fantasme de joueurs déçus de ne pas retrouver le personnage des premiers épisodes. Enfin, cette soirée a permis à Inafune de réaffirmer la volonté de Capcom de produire des titres toujours aussi pointus et surtout destinés au marché du monde entier, comme l'atteste cette conférence de presse à l'américaine, bien loin du côté solennel des confs japonaises habituelles, comme celle de Nintendo par exemple. Le jeu vidéo japonais a donc encore quelques beaux instants à vivre, surtout en dehors du Japon. Histoire de rester encore un peu chez Capcom et grappiller ainsi quelques infos supplémentaires, sachez qu'un planning de DLC a été communiqué pour Dead Rising 2. Celui-ci comprend 4 packs thématiques destinés au PlayStation Network et au Xbox Live Arcade. Auparavant réservés aux joueurs qui avaient précommandé le jeu, ces packs sont désormais accessibles à tous moyennant une poignée d'euros. Si aucun prix n'a pour le moment été communiqué de façon officielle, chaque DLC sera a priori accessible pour 160 points Microsoft et donc un peu moins de 2 € sur le PSN. Ces packs thématiques permettront de déguiser Chuck dans un style particulier et ce faisant débloqueront de nouvelles habilités
fonctionnalités spécifiques à chaque look. Le 12 octobre sur XBLA et le 13 sur PSN, vous pourrez ainsi télécharger le thème Psychopathe. Le 19 sur XBLA et le 20 sur PSN, ce sera autour du thème Soldat de Fortune. Le thème Fan de sport sera disponible le 26 octobre sur XBLA et le lendemain sur PSN. Et enfin, le 3 novembre sur PSN et la veille sur XBLA, Chuck pourra se prendre pour un ninja. It never stops. My name's Chuck. I know my way around a zombie. Dead Rising 2. Il paraît que vous êtes quelques-uns à attendre un petit jeu appelé Call of Duty ou un truc comme ça. On s'est donc dit que ça valait peut-être le coup d'en parler un peu pour vous annoncer qu'il serait jouable en 3D. Black Ops offrira en effet une compatibilité avec les télés HD, 3D Ready, pour les versions 360 et PS3, tandis que la version PC, elle, fera appel aux lunettes 3D à obturation active de Nvidia, les Nvidia 3D Vision. Le FPS Activision coupe ainsi l'herbe sous les pieds du Killzone 3 de Sony, qui ne sortira lui pas avant le début de l'année prochaine. Si l'on en croit les développeurs, la 3D stéréoscopique a d'abord été développée pour Call of comme un projet de R&D, avant de finalement devenir une option à part entière du jeu. Sachez d'ailleurs qu'étant une option, cette compatibilité 3D pourra être activée ou désactivée à tout moment. On en parlait justement de Killzone 3. Le FPS développé exclusivement sur PS3 par Guerrilla fera l'objet d'une bêta publique à partir du 25 octobre. Une bêta accessible uniquement aux fans américains, 5000 pour être précis, qui devront tous être détenteurs d'un abonnement PlayStation Plus. Et ouais, nous devrons donc nous contenter pour le moment de ce sympathique trailer. Ils arrivent, les zombies! Et non, on ne parle pas de Dead Rising 2, mais bien de Red Dead Redemption. Le pack Undead Nightmare devrait en effet se traîner jusqu'à nous en cette fin d'année pour 800 points Microsoft et environ 10 € sur le PSN. Déjà, il proposera une nouvelle campagne solo qui se lancera indépendamment de l'original, où John Marston devra tenter de trouver un remède à une infection zombie. Celle-ci touche non seulement les humains, mais aussi les animaux. Le jeu proposera de nouvelles mécaniques de gameplay, une nouvelle zone de jeu secrète, des armes inédites et adaptées à la nouvelle menace, des créatures mythiques et de nouveaux modes multijoueurs dont le Graveyard Mode, un mode survival où les joueurs devront survivre à des vagues de zombies. Encore des zombies! Le mode coop 4 joueurs de Call of Duty Black Ops mettra ainsi en scène des morts-vivants, plein de morts-vivants, un peu à la manière du mode zombie du précédent Call of de Treyarch, World at War. Et si on parlait de zombies pour changer? Ça serait pas mal, non? Le prochain DLC destiné à Left 4 Dead 2 sera disponible au moment où vous verrez ces images. Nommé Le Sacrifice, il se déroule juste avant Le Passage, le précédent DLC sorti le 24 avril dernier. Un comic publié sur le blog officiel du jeu donnait sa version du sacrifice en question, mais les joueurs pourront choisir leur propre fin avec le DLC. Ce dernier est accessible sur Xbox Live Arcade pour 560 points Microsoft et gratuitement sur PC. Donc je suis avec Jean qui va se présenter tout de suite d'ailleurs. Alors Jean, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Bonjour, je m'appelle Jean Guédon. Moi, je travaille sur la coordination des différentes créations Assassin. Ouais. Et donc, en fait, je suis en lien avec tout ce qui est jeux, BD, comic book, le jeu Facebook qui vient d'être annoncé hier. Pour s'assurer qu'on continue de bâtir un univers bien cohérent et qui ait de l'allure. D'accord, alors je crois savoir que tu viens du design, comme Miyamoto. Industriel, ouais. Ouais, voilà. Donc, est-ce que c'est quelque chose d'important dans le domaine du jeu vidéo? Je pense que ça aide à structurer d'abord la démarche de conception, design, et puis aussi dans des cas particulièrement précis. Là, on est dans la galerie avec les artistes. Ça permet par exemple, là, si je te montre ça, c'est Martin qui vient du design industriel aussi, qui est maintenant concept artiste à Ubisoft Montréal, et qui nous a travaillé justement toutes les dagues secrètes, l'armure mécanique à la fin d'Assassin 2. Et donc, ça a permis d'avoir une vraie compréhension de l'objet et de lui donner une crédibilité très forte. D'accord. Alors, Brotherhood, en termes de scénario, c'est quoi? Fais-moi un pitch à l'américaine. Brotherhood, c'est pas compliqué. T'as aimé le 2, tu t'es rendu jusqu'au bout, tu sais pas ce qu'il y a après. Eh ben on continue. On reprend Desmond, on reprend Ezio, et c'est l'exacte continuité. Un méga Blu-ray, tu fais Assassin 2 Brotherhood, c'est une seule histoire. D'accord. Eh ben, en termes d'histoire, justement, il y a d'autres jeux qui s'en sortent plutôt pas mal. Et là, d'ailleurs, on va tout de suite vous parler de la news spéciale Heavy Rain Move Edition. Ça, c'est intéressant aussi, ça. C'est bien. Si un jeu se prêtait bien à la manette à détection de mouvement Sony, c'est clairement Heavy Rain. Lorraine Winter. Exclu PS3 et jeu atypique usant de QTE dans les phases d'action-interaction, ce polar noir jouait la carte du mimétisme en proposant de réaliser au stick des mouvements naturels pour ouvrir une porte par exemple ou éviter un coup de couteau. Avec le Move, tout est tout de suite plus simple, puisque le mouvement n'est plus émulé mais simplement réalisé par le joueur avec le PlayStation Move. Deux modes de difficulté sont d'ailleurs proposés, l'un destiné au grand public et l'autre aux gamers, Quantic Dream et David Cage, n'ayant pas l'intention de négliger cette cible. Les fans seront en revanche déçus d'apprendre que les DLC annoncés risquent du coup de prendre pas mal de retard, s'ils ne sont pas annulés, du fait du développement de cette édition Move. Celle-ci a en effet nécessité pas mal de travail, la grammaire interactive du jeu ayant été entièrement retravaillée pour l'occasion. A noter que si le jeu ressort en boîte, un patch peut être téléchargé gratuitement afin d'activer la compatibilité Move du jeu original. Enfin, une démo proposant 2 des premiers niveaux du jeu est également accessible sur le PSN pour se faire une petite idée du gameplay version Move. Voilà pute. On se reverra. Est-ce que tu peux commencer, bonjour Mohamed, est-ce que tu peux commencer par te présenter justement aux spectateurs? Bonjour, Mohamed Gambouz, directeur artistique sur Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood. Ça fait combien de temps que tu travailles chez Ubisoft maintenant? Ça fera bientôt 12 ans. Ouais, ok. 12 ans, j'étais rentré très jeune. Ouais. À quel âge? 17 ans. Donc j'avais commencé au studio de Casablanca, Ubisoft Casablanca. Ok. Puis depuis, j'ai fait plusieurs allers-retours entre Casablanca, Paris, la filiale parisienne, puis la filiale montréalaise. D'accord. Pour au final m'installer à Montréal. Ouais, t'as travaillé sur quel jeu un petit peu chez Ubisoft? J'avais commencé sur Donald Duck sur N64. Ok. Puis j'avais enchaîné sur un autre jeu sur Donald Duck aussi. Ok. Sur PlayStation 2. C'était au tout début de la PlayStation 2. Après, je suis parti à Montreuil, dans la filiale parisienne, sur Rayman 3, en tant qu'artiste. Puis après, ça a été Splinter Cell. Donc tu as commencé dans un univers très cartoon, pour ensuite aller vers quelque chose de plus sérieux, de plus moderne. En fait, ça a été un peu progressif, parce que j'ai fait Donald Duck, puis après j'ai fait Rayman, après j'ai fait Beyond Good and Evil, qui est un autre cartoon qui se rapproche un petit peu plus vers du réaliste. Puis là, j'ai enchaîné sur Prince of Persia. Ok. Après Splinter Cell, après Prince of Persia 3, puis Assassin's Creed en tant que senior artiste. C'est un joli palmarès alors. Puis Assassin's Creed 2 en tant que directeur artistique, puis après Brotherhood. Et je crois qu'avant de commencer à travailler chez Ubisoft, tu avais également travaillé sur des démos sur Amiga. Oui. Si tu peux nous en parler un petit peu de Oui, cette en époque. fait, c'est pas des démos, mais c'est des démos du jeu. Ok.
Ah donc c'était des petits jeux. Et donc c'était quel type de jeu du coup? En fait, on faisait beaucoup du Zelda-like. Ouais. En 2D, vue aérienne. Déjà à l'époque, tu t'occupais de la partie graphisme du coup? Ou c'était, En fait, à l'époque, les rôles n'étaient pas... définis. On s'y connaissait pas beaucoup. On s'y connaissait pas beaucoup, fait qu'on improvisait un peu, puis on se trouvait nos propres rôles. Fait que moi, je m'occupais des fois des environnements, des fois du level design, mais non, si on connaissait pas si ce métier existait. Je m'occupais aussi des fois du designer les personnages, fait que je faisais des crayonnés. Après, on s'en va à la souris, le faire sur Deluxe Paint. C'est cool, Deluxe Paint. Des souvenirs. Ouais, plein de souvenirs. Et petite question, genre justement, je me demandais un petit peu sur le prochain Assassin, donc comme il y a une ouverture multi, etc., est-ce que tu penses qu'il y aura un mode zombie ou pas? Un monde zombie, je pense pas. C'est vrai que sur Assassin 2, on avait pensé avoir des pestiférés. Finalement, on a abandonné, mais pas de zombies. Ok, bon, on va quand même voir tout de suite la critique de Dead Rising 2. Les zombies sont décidément à la mode ces dernières années. Cinéma, bande dessinée, jeux vidéo, il est désormais impossible d'échapper à leurs râles gutturaux, à leur démarche titubante et à leur sens de l'hospitalité particulier. Mais bon, malgré tous les préjugés que l'on peut avoir à leur rencontre, les pauvres ne sont pas de mauvais bougres. Ils veulent juste s'amuser entre potes et inviter tous les gens qu'ils croisent à leur petite fête. En fait, ce sont sans aucun doute de grands incompris. Tout ce qu'ils veulent, c'est un gros câlin. Mais la barrière de la langue ne favorisant assurément pas la compréhension entre les peuples, le vivant moyen se contente de leur vider son chargeur en pleine tête, en arborant un rictus sadique et content de lui, et en ajoutant éventuellement une catchphrase bien sentie. Quelle tristesse! Heureusement, Capcom a pensé à nous. Fini les magnums, fusils à pompe et lance-roquettes. Grâce à Dead Rising 2, vous aussi vous pourrez enfin militer pour l'amour et l'harmonie, pour la joie et l'allégresse. Ah oui, dansons tout nus dans les champs en compagnie de nos frères zombies. Soyons tous amis et aimons-nous sans distinction. Après tout, peu importe que l'on soit vivant ou mort, l'essentiel est de profiter de l'existence. Ou pas. Everything you've heard about the newly renovated Fortune City, Nevada, it's all true. Dead Rising, premier du nom, narrait l'histoire de Frank West, un reporter freelance ayant flairé le scoop du siècle à Willamette, une petite bourgade sans histoire du Middle West américain. Mais ce qu'il pensait être de simples émeutes s'avère être en fait, vous allez jamais deviner, une épidémie de zombies. Tiens d'ailleurs, je me pose une question. Pourquoi c'est toujours là-bas que les morts décident qu'ils en ont assez de rester couchés? Ils aiment tellement habiter au milieu de nulle part qu'ils ne peuvent s'empêcher d'y retourner même après être morts? Mais bon, bref, de fil en aiguille, Frank met à jour la véritable nature de ces morts vivants. Je vous le donne en mille, c'est le résultat d'une expérience qui a mal tourné. Super original donc, hein, mais il faut bien un prétexte. Quelques années plus tard, dans Case Zero, le prologue payant du jeu, disponible uniquement sur Xbox, changement de décor, Chuck Green, un ancien champion de motocross, fuit en compagnie de sa fille Katie un Las Vegas dont la population a été décimée par l'épidémie de zombies. Katie s'est faite mordre et est porteuse du virus. Elle a donc besoin d'injection d'un médicament à intervalles réguliers pour empêcher sa transformation, le Zombrex. Nouveau fast-forward, nous sommes maintenant à Fortune City, ville nouvellement bâtie afin de remplacer la défunte Vegas. Pour gagner l'argent nécessaire à l'achat de l'indispensable Zombrex destiné à Katie, Chuck est forcé de participer à Terror is Reality. Il s'agit d'un jeu télé à grand spectacle dans lequel les concurrents enfourchent des motos équipées de tronçonneuses et doivent faire le plus gros carnage possible dans les rangs de zombies lâchés dans une arène. Après avoir gagné le show, Chuck pensait pouvoir souffler un moment. Mais alors qu'il se repose dans sa loge, les zombies de l'émission parviennent à sortir de leur zone de détention. Oh no! Chuck et Katie réussissent à se frayer un chemin jusqu'à l'abri, pour découvrir une fois là-bas que les infos diffusent une vidéo de lui en train d'ouvrir la cage des créatures. What? Vidéo bien évidemment truquée par les véritables responsables de la catastrophe. Ainsi devenu l'ennemi public numéro 1, Chuck ne dispose que de 3 jours avant l'arrivée de l'armée pour prouver son innocence aux yeux du monde et, par la même occasion, ramener le plus possible de survivants jusqu'à la planque. Dad! Because of you! You brought the zombies here! You ruined everything! I'll never get
maniabilité de Dead Rising 2 est dans les grandes lignes identique à celle du premier épisode, Chuck s'avérant aussi raide et peu agile que Frank West. Les combats contre les psychopathes disséminés dans Fortune City sont ainsi éprouvants, tant il est difficile d'ajuster ses coups et d'esquiver ceux des opposants. Cependant, l'utilisation des armes à feu est bien plus instinctive que précédemment, et vous pourrez même, oh joie, oh félicité, vous déplacer tout en visant, ce dont Frank était malheureusement incapable. Les survivants, eux aussi, sont beaucoup plus dégourdis que dans le Dead Rising originel, et peuvent vous suivre aisément à travers les hordes de morts-vivants jusqu'à l'abri. Ils peuvent même, si vous leur prêtez le matériel adéquat, servir de commando pour défourailler du zombie à tout va. Ce qui est d'ailleurs plutôt pratique pour vaincre les psychopathes, vu qu'en 1 contre 1, le pronostic vous est plutôt défavorable. Attention cependant, car s'ils tombent au champ d'honneur, c'est autant de points de prestige ou PP qui vous passeront sous le nez. Escorter les survivants jusqu'à un endroit sûr se révèle en effet très vite être le meilleur moyen pour gagner cette denrée si précieuse, donnant lieu d'expérience. À chaque seuil de PP, Chuck passe au niveau supérieur. L'une de ses caractéristiques, HP, force, vitesse, taille de l'inventaire ou distance de lancer est augmentée, et il acquiert une nouvelle carte combo. Ces cartes sont des recettes qui vous enseignent des combinaisons d'items à réaliser pour construire des armes customisées. Et elles constituent tout le sel du jeu, car là où Frank était reporter photo et gagnait son expérience en prenant de beaux clichés, Chuck est un bricoleur dans l'âme. C'est fou ce qu'on peut avoir comme imagination quand il s'agit de survivre à des milliers de zombies. Des plus évidentes, batte de baseball plus clou égale batte cloutée, au plus, disons, recherché. Dis papa, comment on fabrique un sabre laser? C'est facile, fiston. Il suffit de combiner une lampe torche et des gemmes. Excellent. Ces armes combo, parfois meurtrières, parfois rigolotes, parfois les deux à la fois, sont au nombre d'une 50aine et vous permettront d'accumuler de nombreux PP tout en zigouillant joyeusement tout plein de zombies. Les divers constituants nécessaires à la confection de ces armes spéciales vous seront donnés par des cartes combo que vous pourrez obtenir de diverses manières. Vous pourrez également laisser libre cours à votre imagination et tester vos propres combinaisons, tout objet pouvant être utilisé comme ingrédient étant signalé par une icône en forme de clé à molette. Les armes combo ainsi créées vous donneront des cartes provisoires et seront à l'état d'ébauche, ne vous fournissant que la moitié des PP que vous attribuerez l'arme finale et causant beaucoup moins de dégâts qu'elle. Pour transformer ces cartes provisoires en véritables cartes combo, vous devrez attendre de leveler suffisamment pour l'obtenir automatiquement, ou dans certains cas, examiner des posters affichés sur les murs ou les récupérer en battant les psychopathes ou bien encore en escortant des survivants. Mais attention, car tout objet présent dans le jeu possède une durabilité propre, c'est-à-dire un nombre d'utilisations limité. À vous de bien gérer votre inventaire, sachant qu'il est toujours désagréable de devoir repousser à main nue les assauts de plusieurs centaines de morts-vivants. On peut également noter la présence de nombreux magazines permettant d'améliorer entre autres choses la dite durabilité des objets, mais aussi les statistiques de Chuck, et ce tant qu'ils sont présents dans votre inventaire. Et pour les plus fashion victimes d'entre vous, il sera bien évidemment possible de faire revêtir à Chuck toutes sortes de tenues magnifiques, dirons-nous, dont vous pourrez récupérer les éléments dans les magasins éparpillés sur la map. À vous de faire de lui l'archétype du héros burné qui suit la classe par tous les ports. Ou sinon, vous pouvez aussi l'habiller en petite fille. Ou en super-héros cheapos. Ouais, enfin, c'est selon. Enfin, c'est vous qui voyez. Yeah, smooth. Have a drink, Chuck. Si la technique n'est pas vraiment le point fort du jeu, on peut remarquer quelques saccades dans les zones très peuplées, les décors sont tout de même saillants et l'immersion dans le jeu est bien présente grâce notamment à un sound design de grande qualité. Les râles des zombies, les appels à l'aide des survivants dont le niveau sonore augmente à mesure que l'on se rapproche d'eux, tout cela contribue à l'ambiance bien sentie de Dead Rising 2. Quant au système des armes combo, il est mené de main de maître. On ne se lasse jamais d'essayer de combiner tous les objets que l'on trouve avec tous les autres dans l'espoir de découvrir une nouvelle arme farfelue. Même s'il est un peu dommage que le nombre d'armes combo soit limité à 50, on s'amuse comme un petit fou à essayer les mélanges les plus improbables, le résultat étant souvent référencé. On a déjà parlé des sabres laser, mais on pourrait également citer les gants Wolverine, gants de boxe plus couteau de chasse, la tondeuse à gazon tout droit tirée de Brain Dead, tondeuse plus planche, l'éventreur, scie à béton plus lame de scie qui fait fortement penser à Dead Space. La liste est longue. Côté multijoueur, Dead Rising 2 propose plusieurs modes de jeu en ligne. On peut ainsi jouer en coop online dans le mode scénario ou participer aux épreuves de Terror is Reality, le jeu télé par lequel tout a débuté. Ce dernier mode compte pas moins de 9 épreuves aussi variées que le bowling dans lequel les zombies font office de quilles, le concours de l'habillage de morts-vivants le plus ridicule, ou bien sûr le charclage à moto dans une grande arène auquel participe Chuck au début du scénario. Bref, du tout bon, ou presque, car de nombreux problèmes de déconnexion impromptus lorsque l'un des joueurs sauvegarde la partie ou va dans le menu ont été signalés. Espérons que le patch très prochainement prévu corrige ce défaut handicapant. En outre, il était parfois difficile lors de la sortie du jeu de trouver des participants online pour le mode tir.
Là aussi, il est à espérer que cet inconvénient se résorbe de lui-même. De plus, pour en revenir aux failles techniques, les temps de chargement sont, tout comme dans le premier épisode, horriblement longs et fréquents. Ceci casse totalement l'expérience de jeu si vous jouez directement à partir du disque. Une installation sur le disque dur permet heureusement de les réduire notablement sur la version Xbox 360. Notez cependant que la version PlayStation 3 n'ayant pas été utilisée pour cette critique, ce défaut peut ne pas être présent sur la console de Sony. Un autre reproche, qui n'en est pas vraiment un tout compte fait, est que Dead Rising 2, comme son prédécesseur, s'avère totalement axé sur une expérience de jeu cathartique, défoulatoire et zombie comédie. Certains auraient souhaité qu'une licence se dégage enfin de ses codes d'actionnaire et de série B pour proposer quelque chose de plus orienté survie, avec gestion des stocks de nourriture, des tensions internes entre les survivants, barricades à tenir contre les assauts des hordes de morts-vivants à la tombée de la nuit, etc. Bref, du vrai bon zombie bien flippant à la Romero. N'est-ce pas, mon cher Félidé ? Cependant, il n'en reste pas moins que Dead Rising 2 est un soft jouissif proposant une expérience de jeu haletante dans le mode solo. Entre les survivants à sauver, les psychopathes à terrasser et les événements de scénario à ne pas rater sous peine de game over, le tout en un temps limité avant que la mission ne soit plus accessible, vous n'aurez jamais le temps de souffler. On attend maintenant avec une impatience difficilement contenue la sortie du DLC Dead Rising 2 Case Waste. Prévu pour 2011, exclusivement pour le Xbox Live Arcade, cet add-on rassemblera les héros des 2 volets de la série dans un nouveau chapitre que l'on espère trépidant. Good night, ladies. Alors, Jean, à l'occasion de la sortie d'Assassin's Creed 2, le public a pu profiter de court-métrage Lineage, n'est-ce pas, qui était du reste très intéressant. Est-ce que pour Brotherhood, est-ce que vous avez essayé de faire un projet similaire ? En fait, il n'y aura pas pour Brotherhood en tant que tel de suite à Lineage tel quel. Par contre, c'est sûr qu'on continue d'explorer justement d'autres voies que le pur jeu pour continuer d'étendre l'univers. Donc ça passe par les bandes dessinées, les comic books et un deuxième effort qui sera fait dans la direction de Lineage, mais vous en saurez plus très bientôt. Est-ce que très bientôt, quand tu dis très bientôt, D'ici la sortie du jeu, c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Ok, et alors du coup j'aimerais que tu me parles également de l'impact du cinéma sur des productions comme Assassin's Creed, comme Brotherhood en l'occurrence. Voilà, quel impact a le cinéma là-dessus? Est-ce que vous avez une approche plutôt cinématographique pour développer la narration? C'est sûr qu'on partage de plus en plus de choses, je pense, dans les manières de faire et dans ce qu'on veut montrer aux joueurs. C'est-à-dire que dans Brotherhood, on a essayé de mettre encore plus d'efforts qu'on l'avait fait sur Assassin's 2, sur les périodes cinématiques, donc de travailler beaucoup plus les cadrages et de faire passer ça. On l'a vu un peu sur l'attaque de Monteriggioni dans ce qui est sorti à l'E3. Tout ce travail-là a été on a eu beaucoup plus de storyboard de fait et pas seulement justement pour un trailer. Donc même les animateurs, ceux qui font les scènes, vraiment travailler avec ça. On a les artistes qui définissent les atmosphères, donc comme on le montre là dans la galerie, toujours utiliser ces créations-là, ces illustrations-là comme le font le cinéma depuis des années déjà. D'accord, justement, on parle de cinéma, ça me donne l'occasion de lancer le Money Shot spécial 18+. Regardez, c'est tout de suite. Bienvenue dans ce Money Shot 18+. Attention, n'en déplaise à Médoc, on ne parlera pas de films coquins, mais de films quelque peu violents et flippants, avec saut 3D et Hobo with a Shotgun. À la grande tristesse des fans pervers du tueur au puzzle, Saut 3D sera le dernier film de la série. Du moins pour le moment, parce qu'on se doute que si ce 7e volet dépasse les attentes des producteurs, il se pourrait bien que les pièges de Jigsaw reviennent sur les écrans. Mais bon, ne nous égarons pas. Saut 3D est donc l'ultime épisode de la saga, alors il fallait bien finir en beauté. Et pour ça, pourquoi pas foutre les pièges en extérieur à la vue de tous, et non plus dans des caves glauques où l'on risque de choper le tétanos à la moindre écorchure sur un petit clou? Ah ouais, ça c'est une idée. Et comment plus impliquer le spectateur dans l'horreur? Le relief, pardi. Et de quoi ça parlera? On s'en fout un peu, comme à peu près tous les épisodes depuis le 4. Mais bon, on se doute qu'il y aura une rivalité entre la femme de Kramer et Hoffman pour savoir qui sera le digne héritier de Jigsaw tout en massacrant de pauvres bonnes gens sous couvert d'un prétexte bien fallacieux. Et on se doute que Jigsaw a déjà tout prévu avant sa mort grâce à sa super intelligence et sa connaissance pointue de l'être humain et qu'il a préparé quelques pièges pour l'occasion.
Côté casting, on retrouvera bien entendu les habituels Tobin Bell, Costas Mandylor, Betsy Russell, et on verra le retour de Kerry Ewells dans le rôle du Dr Gordon que l'on n'avait pas vu depuis le premier épisode. À la réal, c'est Kevin Grottert qui rempile. Après avoir réalisé le 6e volet, il devait s'attaquer à la suite de Paranormal Activity, mais il a été retenu de force pour des raisons contractuelles. Quoi qu'il en soit, son plan de carrière n'était pas vraiment glorieux à la base. Pour les derniers fans déviants de pièges sadiques, dont je fais partie, Saw 3D sortira le 10 novembre. Petite précision, la bande-annonce fait très peur, mais pas dans le bon sens du terme. I want to play a game. Since the beginning, you have watched others suffer. Now it is your turn to play. Game over. The last piece of the puzzle is you. En 2007, Tarantino et Rodriguez avaient lancé le projet Double Feature Grindhouse, qui compilait 2 films dans un style proche des bandes d'exploitation des années 70, Death Proof et Planet Terror. Les 2 films étaient séparés par de fausses bandes annonces, Werewolf Woman of the SS, réalisé par Rob Zombie, Don't de Edgar Wright, Thanksgiving de Eli Roth et Machete de Robert Rodriguez. Un concours ouvert au public était aussi lancé et le vainqueur était Hobo with a Shotgun de Jason Eisner. Et à l'instar de Machete, la bande-annonce de Hobo with a Shotgun va être adaptée dans un vrai long-métrage. Pour cette version cinéma, c'est cette vieille tronche de Rutger Hauer qui tient le rôle du SDF de service. Le pitch est ultra simple. Un clodo est super vénère que les rues de sa ville partent en sucette à cause de tous ses camés, ses prostituées, de la violence et des flics ripoux. Alors, il décide de carchériser le tout à coups de shotgun. D'où le titre Hobo with a Shotgun, alias un clodo avec un fusil à pompe. Plus clair, tu meurs. Malheureusement, on ne sait pas encore s'il va pouvoir sortir dans les salles, le film n'ayant pas encore trouvé de distributeur pour la France. De toute façon, vu les images de la bande-annonce, il est fort peu probable que Hobo with a Shotgun voit le jour dans les salles faiblement éclairées, mais plutôt directement en DVD. En attendant d'en savoir plus, on ne va pas regarder la fausse bande-annonce, mais bel et bien le trailer du long-métrage. I used to be like you. Long time ago. You're all brand new and perfect. No mistakes, no regrets. People look at you and think of how wonderful your future will be. They want you to be something special, like a doctor or a lawyer. I hate to tell you this, but if you grow up here, you're more likely to wind up selling your bodies on the streets. Or shooting dope from dirty needles in a bus stop. And if you're successful, you'll make money selling junk to crackheads. And you won't think twice about killing someone's wife, because you won't even know what's wrong in the first place. Maybe you'll end up like me, a hobo with a shotgun. This is a goddamn fucking lie!
finir en beauté, voici le teaser de Don't Be Afraid of the Dark, le premier film de Troy Nixey, produit et scénarisé par Guillermo del Toro. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. You're sitting there in the dark. But don't worry. There's nothing to be afraid of. Alors Assassin, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance du développement? Parce que clairement, tu vois, les deux premiers ont été des succès monstrueux, donc du coup il doit y avoir une pression non seulement en interne au sein d'Ubisoft pour que le jeu, le prochain, marche aussi bien, et en même temps il y a une communauté de fans énorme qui s'est développée, qui veulent des points spécifiques dans le jeu, genre ajouter ou améliorer. Alors est-ce que ça influe ça sur l'ambiance de développement? Est-ce que du coup les équipes sont plus tendues? Est-ce que tu me parlais un petit peu genre de l'atmosphère? C'est clair qu'il y a de la pression parce que c'est un assez gros challenge. Il y a de grosses attentes de la part des joueurs. Mais je peux t'assurer que c'est une marque, Assassin, c'est une marque qui est super appréciée par les développeurs. On est super excités de travailler dessus. Okay. Puis il y a une excellente ambiance. Tout le monde est motivé par plein de choses, par le fait que le jeu est apprécié par les fans. Ouais. Les développeurs sont contents du succès que ça a, mais sont aussi contents de pouvoir travailler sur un contenu aussi riche et intéressant. L'une des anecdotes que j'ai, c'est genre même avec la pression qu'il y a, puis les gens qui travaillent fort, des fois quand il y a quelqu'un par maladresse fait tomber de quoi, je sais pas, de son bureau ou un truc, et il y a tout le plancher qui commence à applaudir. Oh, d'accord. Donc il faut imaginer 200-250 personnes en train d'applaudir. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Ok. Bon, du coup, un développement plutôt zen, ce qui me permet de lancer un petit 3 minutes pas plus pour parler d'un jeu 3+, et c'est tout de suite. Baisser la tête tout en haussant les épaules. Ça fait du bien de se dire qu'un éditeur se préoccupe de notre petite santé et de notre bien-être en général. Un gamer heureux, bien dans sa peau et détendu du slip est en effet un gamer susceptible de passer des heures et des heures à jouer à Dragon Quest 9 par exemple, ou Super Mario Galaxy 2. Nintendo l'a bien compris. Et après s'être assuré de notre forme physique avec Wii Fit, de notre forme intellectuelle avec le programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima, voilà que l'éditeur japonais s'intéresse à la souplesse de notre visage via les exercices DSi de Inudo Fumiko. Il convient en effet de préciser de suite que ce soft ne tourne pas sur la DS classique ou la DS Lite, puisqu'il met à profit la petite caméra ou plutôt l'appareil photo des dernières portables Nintendo. Pour revenir à Inudo Fumiko, cette esthéticienne japonaise d'une 50aine d'années est une experte des muscles et expressions du visage. Elle participe donc depuis les années 90 à des lectures, des articles dans la presse et des émissions télé afin de traiter du sujet. Diplômée de la fac de médecine de Kagoshima, elle a également étudié les soins du visage en France et aux États-Unis. Après avoir sorti des livres et des DVD, c'est donc logiquement une console Nintendo qui accueille ces exercices visant à tonifier et détendre le visage. Comme pour le professeur Kawashima, le joueur tendu du visage sera accompagné par un petit personnage virtuel nommé ici Boniface. Un jeu de mots que n'aurait pas renié Oli Yuji.
Il sera possible de débloquer un certain nombre de costumes et d'accessoires afin de le personnaliser, et ce dernier ne sera pas avare en conseils. Mais l'intérêt de bien-être du visage se situe ailleurs, entre le menton et les sourcils pour être précis. L'idée est de travailler 6 zones différentes du visage à l'aide d'exercices quotidiens qui prendront de 4 à 12 minutes, ce qui peut paraître un peu long. On peut choisir de s'entraîner par durée, par zone ou par muscle, sachant que 16 muscles différents sont émulés, comme le muscle grand zygomatique des joues ou le muscle orbiculaire de la bouche. De base, on en apprend un peu plus sur son visage, et vous aurez d'ailleurs l'opportunité de l'observer comme jamais auparavant. Car le gros plus de ce soft DSI, c'est qu'on se voit, et que l'un des principaux défis à relever sera celui de ne pas se bidonner en voyant sa tête, la vôtre en tout cas. Un petit support en carton est d'ailleurs fourni avec le soft, afin de poser cette DSI sur une table, à la manière d'un petit miroir. Bon, il est clair que ce bien-être du visage vise d'abord et avant tout un public féminin, d'âge mûr et détenteur d'une DSI XL, sans doute de couleur bordeaux ou chocolat. Comme le dit si bien Mehdi, quand on fait de la télé, le minimum c'est de présenter un visage tonique et souriant. Alors, et puis c'est bien aussi pour diminuer les cernes sous les yeux, après une nuit blanche passée à tuer du Metal King Slime dans un donjon niveau 87. Non, c'est vrai, c'est pas pour justifier ce 3 minutes pas plus, faut rester zen les mecs. Tiens, j'ai encore de l'info sur le soft. Sachez que ce dernier est sorti en août 2007 au Japon, soit avant la sortie japonaise de la DSi. Du coup, il était vendu avec une petite caméra périphérique appelée Festing Cam, qui se branchait dans le port cartouche GBA. Et le soft était même fourni avec un vrai support en plastique. La classe quoi. Maintenant, j'ai hâte que Nintendo sorte les entraînements cérébrales du Dr Kawashima 2. Je crois que j'en ai besoin. Alors Jean, je crois savoir que la série des Assassin's Creed d'une manière générale est relativement très documentée. Absolument. En fait, d'un point de vue historique. Ouais. Donc explique-nous un peu justement ce travail de recherche historique pour essayer de reproduire et de délivrer aux joueurs tout simplement quelque chose de relativement authentique, cohérent. En fait, c'est une des parties sur lesquelles on met énormément d'efforts aussi. C'est-à-dire que très tôt, on se documente énormément, on engage des historiens pour nous aider, nous supporter dans les recherches. Et vraiment, on va essayer de trouver d'abord quels sont les monuments les plus importants, avoir le plus d'informations possible sur les villes dans lesquelles on se place l'action du jeu. Ouais. Par exemple, ici, on a la carte de Rome. C'est la carte de Rome de Brotherhood. Donc c'est un peu une avant-première. Cette carte-là, en fait, on l'a bâtie tout simplement, on a recherché quels étaient les documents qu'on pouvait trouver qui se rapprochaient le plus de notre époque, donc de 1500 à peu près. Et là, on a trouvé cette carte de Buffalini, 1551, qui nous donnait vraiment une bonne idée de comment était organisée la ville à l'époque. Donc on se rend compte que la cité vraiment urbaine, dense, se limitait à un tiers, et que les ruines antiques n'étaient pas mises à jour comme aujourd'hui, les archéologues n'étaient pas encore passés par là, et avec une vaste section qui était plus campagnarde. Donc nous, on s'est basé là-dessus, allez la chercher sur internet, carte de Buffalini 1551, et vous pourrez comparer, vous aurez la même disposition globale, on reconnaît les monuments les plus importants, donc le Panthéon qui est là, que vous avez pu voir dans le trailer, le mausolée d'Auguste, le Castel Sant'Angelo, qui lui en fait est le gros château qui pouvait donner accès, on l'avait un peu à la fin du 2. C'est là qu'Ezio arrivait, à la fin du 2, il parcourait le muret pour se rendre à la chapelle Sixtine pour le combat final. Donc le Castel Sant'Angelo, c'est là qu'en haut du mât, vous aurez le point de vue le plus haut sur Rome, et vous verrez tout ça. Donc on voit le Colisée, évidemment, le Colisée, le Forum antique, le Capitole, les thermes de Caracalla, les bains de Trajan, etc. D'accord. Et alors, du coup, j'imagine que à l'époque, dans une ville aussi peuplée, il devait y avoir des quartiers un petit peu plus chauds, des quartiers dans lesquels on avait éventuellement la possibilité de se détendre. Ça c'est sûr, c'était déjà d'ailleurs un peu présent dans Assassin 2. Ouais. On a les courtisanes, elles sont toujours là dans Brotherhood, c'est sûr. Et d'ailleurs, vous aurez l'occasion de voir qu'elles seront utilisées, mais en fait, elles seront vraiment accrochées à Ezio d'une certaine manière. D'accord. Et donc effectivement, les quartiers sont thématiques avec vraiment une personnalité forte. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de faire pour permettre aux joueurs de bien se repérer. Donc on aura le quartier plus Renaissance au niveau architecture, plus Renaissance ici, médiéval, plus antique, dégradé.
Donc tout ça, ça a un but de structuration de l'espace qui permet après au joueur, lui, lorsqu'il navigue et qu'il galope, d'ailleurs il pourra entrer à ville à cheval cette fois-ci. Cette fois-ci. Voilà. Intéressant. Puisque la ville en soi englobe le reste. Et donc, c'est ça qu'il ait du plaisir. D'accord. Alors, il y a quelques secondes, je pense que les téléspectateurs l'ont senti. J'étais en train d'évoquer l'aspect un petit peu grivois de ce que tu me racontais. Et du coup, ça va me permettre, d'une manière ultra naturelle, de lancer Showtime. C'est tout de suite. Depuis la nuit des temps, la jeunesse a toujours fait montre d'inventivité dans le domaine des plaisirs solitaires. On a tous dans notre entourage un droitier ou une droitière nous ayant déjà sorti moi des fois, je fais ça avec la main gauche, comme ça on dirait que c'est quelqu'un d'autre. C'est donc dans cet esprit que pour le Showtime de ce mois-ci, je suis allé demander à Anne un petit coup de main. Et figurez-vous qu'elle m'a dégoté un petit jeu avec de la poigne. Pachinko Sexy Reaction est un titre développé par Samy et sorti en 1998 sur arcade. Le pachinko, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un style de jeu très populaire au Japon et qui a pour principe de mettre des billes dans des trous. Sauf qu'ici, plutôt que d'aller échanger ses gains contre des sous auprès des yakuza du quartier, on gagne des petites scénettes sympathiques. Si le principe des machines japonaises est moyennement ludique et plutôt répétitif, il faut savoir que Pachinko Sexy Reaction comporte son lot de features intéressantes en matière de game system. À commencer par la sphère en bas à gauche de l'écran qui... Ah merde! J'ai complètement oublié qu'on en avait rien à foutre. On passe donc son temps à marteler un bouton afin de remplir les différents slots de billes. Au bout d'un certain nombre de points obtenus, je sais pas trop comment, on a le droit à des petites scénettes avec pour protagoniste principale la jeune femme qui vous accompagne. L'occasion d'assister à des séances d'essayage plutôt fortes de café. Une fois que l'on a vu tout ce qu'il y avait à voir, on remet ça avec une autre fille. Bien entendu, avant chaque session, le joueur doit passer par la case discussion. Une phase moyennement agréable pour ceux qui, contrairement à moi, ne maîtrisent pas le japonais. Là par exemple, elle dit Tashiwa Pachinko, voilà. On est déjà t'inquiète. Anyway, plutôt que de vous saouler avec une histoire et un game system vraiment secondaire, je vous laisse vous rincer l'œil. Merci Anne, et de rien vous autres. Allez, on se retrouve le mois prochain. Un truc très important sur toute la série des Assassins, et je crois aussi très important dans le prochain, c'est que c'est le cas dans pas mal de jeux japonais. En fait, les joueurs apprécient le fait d'incarner des personnages ultra charismatiques. Bref, dans un jeu vidéo, on aime bien avoir la classe. Comment ça a été travaillé, ça, dans Brotherhood? Ça a été beaucoup travaillé au niveau du vestimentaire. On est allé essayer d'avoir un design et un costume
le plus iconique, le plus mémorable possible. D'accord. Surtout avec le capuche, le blanc, le rouge et les touches de rouge qui donnent un accent assez intéressant. Là, au niveau animation, la démarche, le fait d'un petit peu donner un look un peu furtif, un peu... Vous avez retravaillé ça un petit peu ou c'est les mêmes animations qui ont été reprises du jeu précédent? On en a travaillé quelques-unes, dépendamment des nouvelles features. D'accord. Mais en même temps, même les animes existantes ont été un peu retouchées pour refléter la nouvelle saveur de caractère de ce personnage. Parce qu'on parle bien de deux caractères différents. Altaïr, c'est le soldat sans merci, alors que Ezio, c'est un assassin, mais c'est plutôt un charmeur, un Casanova, un personnage avec panache. Puis au niveau behavior et habilité du personnage, on a essayé dans Assassin's Brotherhood de donner un message comme quoi Ezio a évolué. Ce n'est plus le jeune noble florentin insoucieux, mais plutôt ce qui a progressé au final vers le titre d'assassin. Dans Assassin's Brotherhood, le message qu'on veut passer, c'est Ezio est devenu un maître assassin. Ok. Puis tout ça, on l'illustre avec la villa qu'il a pu avoir dans Assassin 2, mais aussi sur le fait qu'il peut recruter sa propre guilde d'assassins, puis auquel il pourrait faire appel dans le jeu. On l'a vu dans le trailer d'Assassin's Brotherhood, donc il peut à n'importe quel moment du jeu faire ça, donner un signal, puis et tout de suite ils arrivent, puis et c'est serviteurs assassins qui dégâts, arrivent. Ok, c'est cool. Justement, on parle de jeux qui ont la classe. On va voir tout de suite l'interview de Mikami Shinji qui va nous parler de Vanquish, une interview qui a été réalisée au TGS 2010. Le Tokyo Game Show, c'est vraiment bien. Entre les stands énormes des mastodontes de l'édition japonaise comme Level 5, Capcom, Sony, Namco Bandai, Konami, Sega ou encore Square Enix. Les exclus jouables de titres qui ne verront pas le jour avant plusieurs mois, voire plusieurs années en Europe. Les jeux totalement atypiques et un rien azimuté qui ne franchiront jamais les frontières du Japon, eh bien, il nous permet aussi, en bonus, de rencontrer des développeurs que l'on a rarement l'occasion de croiser, des grands noms du jeu vidéo. Bref, le Tokyo Game Show 2010 nous a permis de rencontrer monsieur Mikami Shinji. Et ouais, Mr. Resident Evil lui-même, venu ici nous parler de Vanquish. 日本のアニメの華奢みたいなかっこいいヒーロー像というそういったものをちょっとゲームに落としてみたいなっていうのが、あってですね、簡単に言うと TPS のシューターなんですけど、他のゲームとちょっと違うところはですね、一般のシューターなんかよりももっとスピーディーで、もっとエキサイティングな感じのゲームで、それをかなりその美しいグラフィックで楽しめるという。Développé par Platinum Games pour Sega, Vanquish est un TPS, un third-person shooter. Un choix que nous explique Mikami. 主人公のスピード感のアクション、それをお客さんに見てほしくて、それでっていうカメラちょっと引いて、要は主観ではなく、プレイヤーキャラクターが画面に入ってくるっていう、そういったところでサードパーソンを選びました。基本ゲームのその触り心地とかその敵を倒した時の快感というかそういった部分とゲームとして、いろんなプレイスタイルっていうのを許容できるだけの幅の作り方っていう、やり込んだ時ももっともっと新しい楽しみやスタイルっていうのを見出せるようなそういった感じがこのバンキッシュにも入ってます。Vanquish, un titre pas facile qui n'a pas été trouvé tout de suite et a fait l'objet de nombreuses discussions. タイトル名はですね、もともとプロジェクト自身がコードネーム V で始まったんで V で始まる、タイトルにしたかったっていうで、ビクトリーとかシンプルなものあったんですけど、征服っていうその簡単に言って勝者と敗者って戦争に勝者も敗者もねえんじゃねえかっていうところで、ビクトリーをやめて単なるその征服っていう、そういう言葉に、置き換えました。バンキシャオンラインないですけど、ない代わりに、たくさんいいとこがありますんで、買って損することはない、満足度は得られると思うんで、ぜひ買
買ってください。よろしくお願いします。 Vanquish est donc prévu sur PS3 et Xbox 360 le 22 octobre prochain et fera l'objet d'une critique dans le prochain classé 18+. Quant à Mikami Shinji, nous aurons sans doute l'occasion de lui reparler bientôt, puisqu'il travaille déjà sur un autre projet, le Shadows of the Damned de Grasshopper avec Suda Goichi et Yamaoka Akela pour le compte de Electronic Arts. Non mais ça se passe bien, quoi, je pense, l'exposition là. Ouais. On a vraiment l'occasion de montrer le track. Mais ils sont où les animateurs? Je sais pas, peut-être quelque part. Là. C'est ok. Hey, pendant qu'ils sont pas là, on va vous dire un truc. Non, attends. Mais si, il faut leur dire. Regarde, non, attends. Facebook, le jeu Facebook, Project Legacy, Brotherhood, vous jouez les deux, ça marche ensemble. Ok? À bientôt. Non mais t'y crois ça? Alors quel sans-gêne, il pique la caméra comme ça pour balancer des infos, les développeurs maintenant ils sont un sans-gêne. Ouais, c'est ça. T'as même plus le temps de prendre une petite pause quoi, pour faire une partie de DQ9, quoi. C'est hallucinant, où est-ce qu'on va quoi. Bon, en tout cas on espère que cette émission vous a plu, donc quelque part c'était un peu nouvelle formule quoi. Ouais c'est ça, le nouveau concept, tout ça. Ouais, donc un peu genre la télé-réalité, enfin l'interaction, tout ça c'est bien. Et puis on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle émission, classée 18+, toujours, et avec les critiques de Medal of Honor, on aura également celle de Vanquish, après l'interview de Shinji Mikami dans celle-ci, et puis plein d'autres surprises, promis de pas plus bien sûr, et du beau contenu en perspective. Ciao, à dans 15 jours.